activité interregroupement avec les participations de regroupements sur les matériaux de pointe du Québec, le Centre COPL pour la photonique quantique au Québec, et puis le RESMIC, le regroupement stratégique des microsystèmes du Québec. Alors, l'activité, le deuxième de la série des webinaires en équité, diversité et inclusion que nous organisons, sera animé par Madame Chloé Frelon, qui est la fondatrice du cabinet conseil qui nous accompagne dans les démarches EDI, du moins à l'Intric, et qui est fondatrice de la compagnie URED. Alors, sans plus tarder, Chloé, je te laisse te présenter et puis introduire notre conférencière pour cet après-midi. Merci. Merci Marc, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup d'être venus si nombreux. Malheureusement, je vais prendre aucun crédit pour le très bon atelier que vous allez entendre pendant l'heure qui suit parce que je suis juste la passatrice de micro. Juste quelques mots pour vous introduire la conférencière Julie Dumontier. Donc, Julie a effectué des études de premier et deuxième cycle en sciences sociales et en langue à l'Université Laval, la Universidad de Granada, l'Université Passa et l'Institut d'études politiques de Bordeaux. Elle a ensuite poursuivi des études de premier et deuxième cycle en droit à l'Université du Québec à Montréal. Avec plus de 15 ans d'expérience dans le domaine des droits humains, avec une spécialisation en droit des femmes et plus de 10 ans d'expérience en formation, Julie croit fermement à l'utilité d'offrir des services présentant une autre vision du monde. Et c'est dans ce cadre-là qu'elle est devenue une spécialiste de la rédaction, de l'écriture épicène. Et je lui cède la parole. Parfait. Merci beaucoup, Chloé, pour la présentation. Donc, bonjour tout le monde. Je suis Julie Dumontier, comme vient de le dire Chloé. Vous allez voir, là, quand je vais démarrer ma présentation, que c'est indiqué Altermonde à côté de mon nom. C'est donc le nom de la boîte que j'ai créée, à travers laquelle j'offre des services en rédaction épicène. D'autres services aussi, mais qui ne font pas l'objet de l'atelier conférence d'aujourd'hui. On m'a dit tantôt, quand je parlais, qu'il y avait des bruits aigus. Donc, je suis désolée si vous entendez des bruits derrière moi. C'est qu'il y a des réparations dans la rue. Donc, c'est malheureusement ce qu'on entend. Je vais essayer de parler pour couvrir le son. Mais donc, je suis désolée. Je vous demande juste un petit peu d'indulgence. Je ne contrôle pas les bruits extérieurs, mais je vais essayer vraiment là, de les circonscrire le plus possible. Donc, on sera ensemble pour environ un maximum d'1 heure. Je l'avais prévu sous forme de conférence, mais je vais vous demander de participer tout au long de la conférence. Et on va utiliser en fait l'option de clavardage principalement, où ça s'appelle chat dans votre côté droit de votre écran, mais je pense que vous l'avez déjà utilisé dans les 2 derniers jours, donc ça va être assez familier pour vous. Si vous voulez utiliser l'onglet Q&A pour poser des questions, ça me va aussi. Vous pouvez le faire tout au long. Il n'y a pas de période de questions, là, seulement à la fin. Je prends vraiment les questions au fur et à mesure et c'est d'ailleurs Chloé qui va m'assister pour la prise des questions ou des commentaires, ou si vous voulez ajouter des exemples ou partager des expériences que vous avez eues, avec la rédaction épicène. Vous êtes invité à le faire tout au long de la conférence, en fait. Et donc, comme je vais être, dans quelques minutes, je vais être en partage d'écran avec la présentation. C'est à ce moment-là Chloé qui va les questions, donc je vais les prendre au fur et à mesure. Il n'y a pas de mauvaises ou de bonnes questions. Pour les gens qui sont anglophones, je ne crois pas qu'il y en a qui se soient inscrits à cet atelier, mais en tout cas, si jamais il y en a, donc, l'atelier actuel sera seulement en français parce que la rédaction épicène ne s'applique pas vraiment en anglais. Par contre, les principes d'inclusivité, tout ça qui sous-tendent la rédaction épicène peuvent bien sûr s'appliquer dans la langue anglaise. Donc, si vous comprenez le français, tant mieux. Si jamais vous voulez essayer de faire des parallèles avec la langue anglaise, c'est bien parfait. Si vous voulez me poser des questions en anglais aussi, je le comprends, il n'y a pas de problème, mais l'atelier d'aujourd'hui se déroulera en français, par contre. Et de toute façon, je vous mettrai à la fin mes coordonnées. Donc, si jamais il y a des questions de compréhension ou des précisions qui demeurent même après la fin de l'atelier, bon, vous allez recevoir l'enregistrement, mais s'il y a quand même des choses que vous voulez clarifier avec moi, n'hésitez pas, vous aurez mes coordonnées à la fin, donc ça va me faire plaisir d'y répondre après. Là, il y a un service après-vente après la conférence, inquiétez-vous pas.
Donc, juste pour vous donner un petit topo de ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, je vais commencer d'abord par vous faire un petit tour d'horizon très court de la définition de la rédaction épicène. Donc, on va voir ensuite ensemble un petit peu d'où partent les règles de français, donc qui sous-tendent un peu l'avènement, si vous voulez, de la rédaction épicène. Ensuite, on va parler un peu plus de la rédaction épicène. Parfois, on entend parler aussi de rédaction inclusive, écriture épicène, écriture inclusive. Il y a toutes sortes d'appellations. Vous aurez compris que ce n'est pas une appellation contrôlée, la rédaction épicène. Elle réfère à quelque chose, mais des fois, c'est interchangé avec d'autres termes comme justement rédaction inclusive. Donc, je vous expliquerai un petit peu les différents concepts. Ensuite, donc, les raisons derrière l'utilisation de la rédaction épicène et je vous montrerai quelques techniques aussi. Vous aurez compris que normalement, la formation complète, elle dure 3 heures. Là, on a 1 heure. Donc, j'ai réduit quand même beaucoup le nombre de techniques montrées. Mais si jamais, à travers vos questions, à travers les exemples, vous voulez aller plus loin, il n'y a pas de problème. Moi, je vais me guider aussi à travers ce que vous me posez comme question ou ce que vous indiquez là, dans le clavardage comme élément d'interaction. Je vais essayer d'ajuster aussi les exemples et d'ajuster les explications en conséquence. Donc, bienvenue aux 41 personnes qui sont là aujourd'hui. Donc, moi, ça fait quand même plusieurs années que je travaille avec la rédaction épicène. Donc, je sais que ce n'est pas toujours évident pour les gens. J'aimerais vous poser une première question et j'aimerais ça que vous m'écriviez vos réponses dans le clavardage, tout simplement, avant même d'entrer dans la définition du sujet. J'aimerais savoir, quand on vous dit rédaction épicène, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Que ce soit une phrase, un mot, positif comme négatif. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? J'aimerais ça que vous me l'écriviez dans le clavardage, juste pour que je vois un petit peu dans quel état d'esprit vous vous situez, pour que ça puisse me guider aussi pour le restant de l'atelier d'aujourd'hui. Donc, allez-y, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Ça peut être positif, ça peut être négatif. Je crois que tout le monde a accès au clavardage. Donc, Donc, je vais vous laisser une petite minute. Donc, je répète la question. Quand on dit rédaction épicène ou rédaction inclusive, comme vous voulez, à quoi vous pensez? Est-ce qu'il y a un mot qui vous vient en tête? Est-ce qu'il y a des concepts, des exemples, des émotions? Allez-y, je prends tout. J'ai déjà quelques réponses. Parfait, je vais vous laisser encore du temps. J'ai oublié de le mentionner aussi, si jamais, pour des raisons d'accessibilité, il y a des gens pour qui c'est difficile de taper et vous préférez parler dans le micro. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Je crois que c'est Benjamin, je crois qu'il peut débloquer les micros, mais il n'y a pas de problème, là, vous parlez, vous exprimez de la façon qui vous convient le mieux. Je commence à regarder un petit peu les réponses. Pour l'instant, j'ai beaucoup de réponses qui sont plus des concepts. Parfait. Allez-y aussi si c'est plus des émotions. Je vais commencer déjà à regarder un petit peu ce que vous avez écrit. C'est quand même assez prospère là, dans le clavardage. Donc, j'ai des gens qui me... Bon, la première personne, François, le nom dit quelque chose. Je ne sais pas si j'ai déjà donné une formation à cette personne-là dans mon autre travail. En tout cas. Donc, il me met comme la finalité, si vous voulez, donc E accent aigu, point E, point S. Donc, des fois, effectivement, ce sont des finalités de mots qu'on voit. C'est pour ça que j'ai dit, pensez pas juste nécessairement à épicène, ça peut être écriture inclusive aussi, parce que ça, on va le voir plus dans l'écriture inclusive. Je vais y revenir dans quelques instants. Je remonte en haut. Ensuite, on dit, c'est une méthode d'écriture qui ne suppose pas le genre des sujets, effectivement. Donc, on ne présuppose pas qu'on connaît le genre de la personne. Ensuite, donc, Philippe nous donne un exemple étudiant, étudiante avec la parenthèse E. Prosper, j'espère que je le prononce bien, nous dit que c'est faire l'utilisation de pronoms inclusifs. Marc-Antoine nous dit que c'est quand on fait donc un texte qui est non genré. Anne nous dit que c'est pour briser les stéréotypes, effectivement. Marc nous dit que c'est écrire un texte de manière non genrée.
Serge nous dit que c'est utilisé à la fois il et elle. Ensuite, Laurent nous dit que c'est une rédaction non genrée qui se veut plus inclusive, effectivement. Ensuite, Simon nous dit écriture inclusive, mais au prix d'alourdir le texte. Merci Simon de le soulever, cet élément-là. Je me doutais que quelqu'un allait le faire. C'est effectivement ce qu'on entend. Même, bon, Chloé l'a dit tantôt, moi, je travaille beaucoup dans le domaine des droits humains, dans le domaine des droits des femmes. Pour moi, la rédaction épicène, c'est un processus de valorisation de l'égalité entre les personnes, mais toujours, on me souligne que ça rend les textes très, très lourds. C'est pour ça que vous allez voir dans quelques instants, je vais vous expliquer pourquoi moi, je parle vraiment de rédaction épicène plutôt que de rédaction inclusive, pour essayer vraiment d'avoir une appropriation la plus simple possible, de garder la compréhension du texte vraiment à un niveau semblable, un niveau simple, et de faire en sorte aussi que ça alourdit pas, tant que ça les textes, parce qu'il peut y avoir des techniques pour rédiger de façon plus inclusive qui, effectivement, peuvent alourdir les textes. On va essayer de voir comment on peut éviter ça ensemble. Ensuite, j'ai Bavnit, je crois que ça se dit, qui dit « something which is not gender specific », donc quelque chose qui n'est pas spécifique à un genre en particulier, effectivement. Éric nous dit d'une façon très expressive, c'est une méthode d'écriture non genrée, mais lourde comme c'est pas permis. Encore une fois, on revient avec la lourdeur du texte. Donc, je vais essayer de voir avec vous quelques techniques, quelques façons de concevoir les textes pour que ça demeure pas lourd, justement, que ça ajoute pas. Et même dans le monde des droits humains, on me le dit, là, oui, on le sait là, que c'est important d'inclure tout le monde, mais ça rend les textes lourds. Et déjà, à la base, le français, si on compare l'anglais, par exemple, le français est une langue qui est très genrée dans son vocabulaire. Et Max nous dit la même chose, écriture inclusive, mais lourde. Donc, je me fais le pari aujourd'hui de vous amener à croire avec moi que finalement, écrire de façon épicène, ce n'est pas si lourd. Ça peut se faire de façon harmonieuse avec les règles de la langue française, mais avec aussi une lecture qui se veut quand même simple et une compréhension qui ne devient pas plus compliquée pour toute personne qui lit le texte. Donc, je vous remercie beaucoup pour vos réponses. Ça m'indique un petit peu là, où on se situe en termes d'appropriation de la rédaction épicène. Et effectivement, je vais essayer d'insister beaucoup sur le fait que ce n'est pas obligé d'ajouter une lourdeur au texte qu'on écrit. Et quand on le fait d'une façon là, qui n'ajoute pas de lourdeur, on peut même le traduire aussi à l'oral. Donc, vous essayerez de porter attention à comment moi je parle. J'essaie de le faire aussi, de ne pas nécessairement genrer la façon dont je parle. Mais je vais genrer, bien sûr, si je réfère à moi, par exemple. Donc, moi qui me considère comme une femme cisgenre. Donc, je vais référer à moi aux choses au féminin. Mais j'essaie de pas, par exemple, dire le participant, par exemple, pour les personnes qui sont ici aujourd'hui. Donc, je vais parler des gens, des personnes. Donc, vous voyez, c'est un petit peu dans ce cadre-là qu'on se situe. Je vais maintenant, si vous me prêtez quelques secondes, je vais passer en partage d'écran pour pouvoir vous montrer ma petite présentation. On ne m'a pas demandé de vous l'envoyer, mais parce que je sais que vous allez recevoir un enregistrement après, donc vous allez avoir. Mais si jamais vous croyez que c'est utile pour vous de recevoir une version PDF de ce que je vais présenter à l'écran, ça ne me dérange pas. Vous pourrez juste soit passer par Marc ou qui passera par Chloé ou par moi directement, en tout cas. Je ne suis pas du tout fermée à l'idée. Si ça peut vous aider là, à vous approprier les concepts, ça va me faire plaisir de voir avec vous la possibilité là, de vous l'envoyer en version PDF. Donc, je vais juste vous partager ici. Voilà. Donc, à partir de maintenant, Chloé, moi, j'ai seulement les yeux sur l'onglet de ma présentation. Je ne vois plus de clavardage, donc n'hésite pas à me le mentionner quand il y a des interrogations, des questions, des commentaires. Ça va me faire plaisir de les prendre au fur et à mesure. C'est juste à ouvrir le micro et à me faire signe. Donc, aujourd'hui, on parle de rédaction épicène. La majorité d'entre vous saviez déjà c'est quoi, mais juste pour se situer, je vous ai fait une définition qui se veut vraiment le plus simple possible. Il en existe plein là, de définitions de rédaction épicène, mais si on le résume là, de façon très, très claire, c'est un mode de rédaction qui permet de contourner le masculin générique. Donc, tantôt, il y a une des personnes là, qui m'a mentionné dans le clavardage que la rédaction épicène permettait de ne pas présupposer du genre de la personne. Donc, c'est ça qu'on veut dire par le masculin générique. C'est que souvent, on va dire, par exemple, le participant aujourd'hui à la formation pourra me poser une question dans le clavardage. Bien, est-ce que le participant, c'est vraiment un participant? Là, ici, il y a des débats dans la langue française. Si vous avez déjà fouillé là, du côté de la grammaire,
Il y a plusieurs écoles de pensée et il y a beaucoup de linguistes qui suggèrent que de dire que le français ne représente pas toutes les personnes également est un faux débat parce que les genres en français sont des genres des mots et non pas des genres des personnes. Donc, c'est légitimement l'argument se tient là, en termes linguistiques. Par contre, même si c'est un genre, même si on dit le participant ou un élève, par exemple, ça demeure quand même qu'un élève, on va présupposer qu'il s'agit d'un élève masculin parce qu'on dit un élève. Alors que contrairement à d'autres mots, par exemple, qui peuvent avoir des genres, comme on dit un avion, comme c'est un objet, on ne présuppose pas que l'avion a un genre. On n'associe pas d'image positive ou négative à l'avion en tant que tel, alors que quand ça représente des personnes, oui. Donc, même si techniquement, c'est le genre juste du mot, ça amène quand même des idées mentales par rapport à qui ça peut référer. Et même dans certaines langues aussi, ça vient circonscrire un peu même l'imaginaire et les idées qu'on se fait et comment on conçoit l'inclusivité, parce que dans certaines langues, certains mots sont genrés, certains mots existent n'existent pas. Il y a des langues qui sont plus imagées où c'est plus des concepts que des mots proprement parlés. Donc, à ce moment-là, des fois, c'est plus difficile de visualiser des personnes différentes là, qui peuvent être incluses de façon égale. Donc, il faut quand même porter attention à la langue. Pourquoi on dit que c'est important de porter attention à la langue et pourquoi on nous a toujours enseigné à l'école, en tout cas moi, du moins depuis que moi je suis allée à l'école, on m'a toujours dit, par défaut, c'est le masculin qui l'emporte. Si vous avez, le classique, on dit toujours, là, si vous avez 100 personnes dans une salle et qu'il y a un homme, on va alors parler de participants masculins, on ne parlera pas de participants, même s'il y a un seul homme. Parce que le masculin l'emporte supposément depuis le début des temps du français. Et ce qu'on a découvert, c'est que ce n'est pas vrai, en fait. Donc, le français existe depuis très, très, très longtemps, mais à un moment donné, il y a eu une période où on a sciemment décidé que là, la règle, c'était que pas le français, pardon, le masculin l'emportait. Et je vous ai mis les citations à l'écran. On doit cette décision-là donc à deux grammairiens là, en particulier qui sont reconnus comme ayant été les pionniers, là, si vous me passez l'expression, si vous voulez, de la primauté du masculin dans la langue française. Donc, on a d'abord Dominique Bourg, qui était un prêtre par ailleurs et aussi un grammairien. Donc, on est dans les années 1600 ici au 17e siècle. Et lui, il a dit, lorsque les deux genres se rencontrent, donc on parlait ici du masculin et du féminin, il faut que le plus noble l'emporte. Donc, lui, dans sa tête, comme le noble était associé au mâle, au masculin, il fallait donc dorénavant s'assurer que quand on parlait par défaut, il fallait que le mot soit au masculin, que la personne à qui on réfère soit au masculin. Ensuite, on passait à peu près presque un siècle, presque une centaine d'années plus tard, on a un autre grammairien qui s'appelle Nicolas Beauzé, qui s'est servi de l'argument de son prédécesseur et qui a bâti, on a rajouté une couche, et qui lui a affirmé que le genre masculin est réputé plus noble à cause de la supériorité du mâle sur la femelle. Donc, c'est là où on peut venir un peu contrecarrer l'argument dont je vous ai parlé tantôt, comme de quoi que le français fait seulement référence à des genres linguistiques et non pas des genres sociaux. Mais si le genre linguistique a été imposé en raison du genre social, à ce moment-là, on vient un peu confirmer la thèse que ça représente une inégalité là, de pouvoir entre les personnes. J'aimerais vous redemander de m'écrire à nouveau dans le clavardage. Je vais vous demander ça à quelques reprises. Encore une fois, si vous préférez le faire de vive voix pour des raisons d'accessibilité du clavardage, ça ne me pose pas du tout problème. Je vais vous faire une petite micro-mise en situation. Donc, la plupart d'entre vous travaillent dans des domaines scientifiques et hautement technologiques. Donc, je vous fais la petite mise en situation que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, vous débordez de travail. Vous avez besoin d'embaucher quelqu'un, une personne, pour vous aider. Donc, je vous demande de prendre une petite minute ou 2 minutes et de réfléchir à une phrase qui peut faire 1 ou 2 lignes, ce n'est pas obligé d'être très, très long. Et je vous demanderai donc d'écrire une phrase qui sera un petit peu le début de l'offre d'emploi que vous afficheriez pour recruter cette personne-là là, pour vous aider. Et une fois que vous avez pensé à votre phrase, si vous l'avez écrit à l'ordinateur, j'aimerais ça que vous me la copiez-collez
dans le clavardage pour que je puisse voir. Encore une fois, je ne cherche pas à prendre personne en défaut, pas du tout. C'est seulement pour qu'on puisse se nourrir d'exemples ensemble et qu'on puisse bien décortiquer le fonctionnement de la langue pour voir comment on peut, après, aller le rendre de façon épicène. Donc, si vous voulez prendre quelques minutes, donc 1 ou 2 minutes, là, c'est pas rien de bien exhaustif. Là, j'ai fait une petite mise en situation pour vous donner un contexte, mais c'est pas un vrai recrutement. Donc, si vous aviez embauché une personne pour vous assister dans vos tâches, comment vous commenceriez la description d'offre d'emploi? En fait, comment vous commenceriez l'offre d'emploi? M'écrire une petite phrase ou deux, me mettre ces phrases-là dans le clavardage et je vais les regarder ensuite. Pendant ce temps-là, donc je vais me taire quelques instants pour vous laisser écrire. Mais si pendant ce temps-là, vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les écrire. Je peux y répondre aussi en même temps, soit dans le clavardage ou dans Q&A. Ça va me faire plaisir. Parfait, je vois les réponses qui commencent à arriver. François, vous avez mis le titre de la personne. Est-ce que vous pourriez mettre une phrase aussi qui pourrait commencer à décrire peut-être l'emploi, les tâches à faire? Donc, vous avez encore du temps. J'ai déjà quelques réponses. Je vous laisse encore le temps de réfléchir. Écrivez-le comme ça vous vient. Je ne cherche pas des éléments parfaits. Écrivez-le comme ça vous vient. Peu importe que ce soit masculin, féminin, non-genré, allez-y. On est justement là pour travailler ça ensemble. Oui, François, tout à fait. Il faut nommer le poste. C'est super important, effectivement. Puis je vous demandais juste si c'était possible pour vous de compléter votre réponse. Donc, c'était bien d'avoir écrit le titre du poste. Puis je voulais juste compléter un petit peu, juste pour voir pour vous, ça faisait quoi cette personne-là? Comment vous décririez un petit peu le poste que cette personne-là fait? Donc, c'était juste pour être complémentaire à votre réponse. Parfait. Je vous remercie pour votre participation. Je vais donc remonter, aller voir les réponses ensemble. J'ai déjà vu quand même des bons éléments, là. Donc, si vous m'aviez tout écrit au masculin, ça aurait été correct aussi. Comme je disais, il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je voulais juste voir un peu où vous en étiez, puis qu'est-ce qui était facile pour vous, qu'est-ce qui n'était pas facile, puis aussi avoir des petits exemples avec lesquels on peut travailler par la suite. Donc, on a François qui nous dit ici, donc je vais remonter parce qu'il vient de compléter sa réponse, donc je vais remonter son premier élément en haut. François nous dit qu'il recruterait donc une personne qui serait assistante de recherche ou assistante de recherche. Donc, ici, il a mis le point E.
Ça, c'est une technique qu'on associe plus habituellement à la rédaction inclusive. Donc, effectivement, ça peut être une façon de s'assurer qu'on regarde là, des personnes qui sont pas nécessairement soit masculines ou féminines. Donc, avoir le plus grand bassin de candidatures. Ensuite, Simon nous dit que lui, de la façon dont il ferait ça, je vais remonter. Excusez-moi, c'est qu'au fur et à mesure qu'on ajoute des réponses, ça descend. Donc, juste me laisser un petit peu de flexibilité. Donc, je recherche une personne passionnée et motivée pour contribuer à une équipe. Donc, ici, Simon, bravo Simon, c'est bien fait. Donc, il nous parle d'une personne passionnée. Donc, il n'a pas nécessairement dit un assistant passionné. Il parle que la personne, elle est motivée. Donc, passionnée et motivée sont accordés avec personne pour contribuer à une équipe. Donc, ici aussi, il y a l'utilisation d'un mot collectif, donc qui est le mot équipe. Ensuite, on a Ahmed, je crois que ça se prononce, qui nous dit « Je suis à la recherche d'une personne pour m'aider dans mes tâches au bureau. » Tout à fait. On réfère ici à une personne. Ça aussi, c'est couramment utilisé. C'est très, très bien. Donc, on évite de genrer inutilement. Donc, tout le monde qui se reconnaît sous le parapluie de personne va pouvoir se sentir à l'aise de postuler. Chloé nous dit qu'elle est à la recherche d'une personne pour rejoindre une équipe dynamique et passionnée. Ça a l'air le fun de travailler avec Chloé, si elle a une équipe dynamique et passionnée. Donc, effectivement, ici aussi, même concept, on est à la recherche d'une personne qui rejoint une équipe. Donc, encore une fois, l'utilisation du mot personne pour ne pas avoir à désigner uniquement par le masculin ou par le féminin. Et après ça, on parle d'une équipe aussi pour ne pas avoir à dire nécessairement les chercheurs, par exemple. Donc, on parle d'une équipe. Ensuite, Mathéo nous dit poste à combler, auxiliaire d'administration. Effectivement, autre bonne technique ici, l'utilisation du mot auxiliaire. Donc, qui est un mot qui peut s'écrire qu'on parle d'une ou un, ou même d'une personne non-binaire là, comme auxiliaire. Le mot auxiliaire s'écrirait de la même façon, peu importe le genre de la personne. Félix nous dit « Nous sommes à la recherche d'une personne pour agir à titre de chaman quantique au sein de notre laboratoire de magie noire. Le ou la candidate devrait être à l'aise de manipuler les vents cosmiques pour faire fonctionner nos expériences. » Donc, je ne connais pas vraiment beaucoup votre domaine. Je ne sais pas à quel point c'est réaliste, mais je trouve ça bien amusant à lire. Et il y a plein de bonnes techniques ici. Donc, encore une fois, recherche d'une personne. Ici, on a là ou la candidate. C'est là des fois où les gens peuvent dire « Ah, je trouve ça lourd » quand on écrit le ou la candidate ou le candidat ou la candidate. Donc, on va voir ensemble dans quelques instants comment on peut faire pour s'assurer que tout le monde se sent représenté, mais sans nécessairement avoir à toujours écrire le, la. On va voir ensemble comment on pourrait faire. Ensuite, François nous dit que lui, il avait mis un titre de poste parce que c'était pertinent là, pour le recrutement en termes de convention collective et tout. Chloé, ensuite, nous dit « À la recherche de talent pour combler notre équipe. » Effectivement, une personne de talent ou juste à la recherche de talent. On n'a pas nécessairement besoin de désigner toujours la personne même, mais ce qu'on recherche. Donc, c'est une très bonne idée, Chloé, de le faire comme ça. Anne nous dit « J'offre une position d'assistant administratif ou assistante administrative. » Effectivement, ici, donc, on a l'utilisation du doublet qu'on appelle. Donc, on utilise une fois le masculin, une fois le féminin. Oui, ça se fait tout à fait. Là aussi, des fois, les gens vont reprocher à cette technique-là d'être un peu plus lourde. Donc, on va voir tantôt comment on pourrait faire pour peut-être éviter ça ou l'utiliser si on trouve de temps en temps que c'est pertinent. Vous allez voir, c'est pas une science exacte. Donc, les principes que je vais partager avec vous aujourd'hui, comme je vous dis, c'est pas exhaustif, là. Donc, de 3 heures, on est passé à 1. Donc, c'est un survol, mais c'est surtout pour introduire l'idée que ce n'est pas une science exacte. Donc, je vais vous donner un peu des exemples de techniques, de raisonnement, mais ce sera à vous après d'adapter à la sauce aussi, selon votre public, selon votre aisance à vous, d'adapter ça à un texte qui peut être compréhensible, qui peut remplir les objectifs que vous avez aussi. Ensuite, François nous dit « Notre groupe est à la recherche d'une personne dynamique et autonome pour occuper un poste d'assistant.e de recherche. » Donc, encore une fois, utilisation de personnes et on parle de poste ici. Donc, effectivement, il a mis assistant.e de recherche. Dépendamment à quel point vous voulez vous aventurer dans le français, on pourrait dire aussi assistana, par exemple. Il y a certains mots, des fois, qui sont moins courants, mais qui pourraient être utilisés. À vous de voir, comme je vous disais, vous adaptez le texte en fonction de ce qui est courant pour votre public et qui va être compris aussi là, par l'ensemble des gens
concernée. Ensuite, Eva nous dit qu'elle est à la recherche d'une personne pour travailler conjointement avec, ça va être Prof X, afin d'effectuer les tâches courantes, montage de dossiers administratifs, rédaction de demandes de financement, etc. Donc, c'est très, très bien ce qu'Eva a fait dans les descriptions d'emploi. Une des techniques qu'on utilise beaucoup pour éviter de tout genrer, c'est effectivement de laisser tomber le côté de la personne en tant que telle et d'aller vers les tâches, comme elle a fait. Donc, on recherche la personne et ensuite, la personne elle devra faire A, B, C, D. Soit on met le verbe pour indiquer la tâche, ou soit on met, comme elle a fait, le nom, donc le montage, la rédaction. Ce sont des excellentes techniques aussi. Et Marc nous dit, je crois que c'est la dernière réponse, oui. Donc, Marc nous dit que l'intrigue est à la recherche d'une personne au dynamisme reconnu et aimant relever de nouveaux défis. En particulier, il ou elle sera appelé .E. Là, quand on lit, on ne dit pas .E dans notre tête, mais là, pour l'exercice, je vous le dis, à réaliser des animations scientifiques, des événements, etc. Donc, ici, Marc est allé du côté d'utiliser le mot personne, effectivement, qui aime relever des nouveaux défis. Et ensuite, il est allé vers il ou elle, donc pour utiliser et le masculin et le féminin. Et sera appelé .E, donc encore une fois, pour utiliser le féminin et le masculin. Merci beaucoup tout le monde pour vos éléments. Donc, je vois, là, vous avez déjà une bonne longueur d'avance. Vous ne partez pas du tout de zéro. Vous avez déjà quand même une bonne compréhension de l'inclusivité en termes de rédaction. Et vous allez voir ensemble, dans quelques instants, qu'est-ce que je vais vous proposer comme technique pour répondre à vos besoins. Depuis tantôt, je réfère à rédaction épicène, rédaction inclusive. Pourquoi je parle de ça? Pourquoi je vous ai dit que des fois, l'utilisation du point relevait plus de un, plus de l'autre? Je vous ai fait un tableau comparatif ici, pour vous indiquer pourquoi je parle de rédaction épicène et pourquoi c'est la technique avec laquelle je travaille et que je mets de l'avant. C'est très correct si vous voulez continuer à utiliser vos techniques de rédaction inclusive. Ce n'est pas du tout illégal ou amoral, rassurez-vous. C'est seulement que pour plusieurs raisons, donc que j'ai abordé avec vous, moi, je travaille avec la rédaction épicène, qu'on appelle parfois aussi écriture épicène. Écriture ou rédaction, ça ne change pas grand-chose. C'est juste certaines personnes ont une aisance plus grande avec un terme ou un autre. Donc, d'abord, la rédaction épicène, quand on va privilégier des mots qui ont la même forme au féminin et au masculin, non seulement c'est inclusif pour les femmes, parce qu'on utilise des mots qui ne sont pas spécifiquement masculins, pas spécifiquement féminins, mais c'est aussi inclusif des gens qui font partie de la diversité sexuelle et de genre aussi. Donc, une personne non-binaire, par exemple, pourrait ne pas nécessairement se sentir représentée si on dit qu'on cherche un assistant ou une assistante de recherche, par exemple. Donc, je reprends l'exemple de la petite mise en situation du poste pour lequel on recrutait tantôt. Donc, une personne non-binaire, que des fois on appelle queer aussi, donc selon comment la personne se désigne, pourrait ne pas se sentir à l'aise si on utilise il ou elle. Donc, on allant vers quelque chose d'épicène, qui n'a pas de forme particulière, qui est moins genré. Ça permet à ce moment-là de faire sentir une plus grande inclusivité envers les personnes qui sont en dehors du statut de binarité. J'imagine que vous avez déjà compris, mais binarité, on fait référence ici, donc, d'un côté homme, d'un côté femme. C'est les concepts avec lesquels, sociologiquement et biologiquement, on travaille beaucoup. Il y a les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Donc, c'est binaire, c'est un ou l'autre, on ou off, là, si vous voulez. C'est pour ça qu'on parle des fois de personnes non binaires quand elles ne se définissent pas comme homme ou comme femme, c'est parce qu'elles ne se situent pas dans la binarité. Donc, dans la méthode épicène, on va beaucoup plus dans la non-binarité, c'est un petit peu plus inclusif. En termes de français, ça nous aide aussi à avoir une courbe d'apprentissage beaucoup moins lourde parce qu'on se conforme aux règles existantes du français déjà. On n'invente pas de mots. Bon, des fois, on en utilise qui sont un peu moins réguliers ou moins connus, mais on n'invente pas de mots, on n'invente pas de nouvelles règles de français, on n'invente pas de tirets, de points, de signes, de ponctuation. On utilise vraiment les règles de français telles qu'elles sont actuellement. Donc, c'est plus facile de s'approprier la mise en œuvre de la rédaction épicène. Donc, c'est moins difficile pour soi d'apprendre à écrire de façon épicène ou même à s'exprimer oralement de façon épicène. C'est plus facile aussi pour une personne. Bon, j'ai vu qu'il y avait des anglophones dans l'atelier.
donc des gens anglophones ou des gens allophones, c'est plus facile aussi de comprendre les textes qui sont écrits comme ça parce qu'il n'y a pas de forme complexe ou d'éléments qui pourraient être plus faciles aussi. Les éléments sont plus faciles à comprendre et pas juste pour les gens qui sont voyants aussi, pour des gens qui seraient malvoyants, par exemple, et qui utilisent des logiciels de lecture à l'écran. C'est un petit peu plus difficile pour les logiciels quand il y a des points, que ce soit le point en bas ou le point médian, qui est le point dans le milieu, ou des slash ou des tirets. C'est beaucoup plus difficile pour un logiciel de lecture à l'écran de faire cette lecture-là à une personne malvoyante ou non-voyante. De même que pour les personnes qui sont francophones, mais ont des niveaux de littératie variables, donc soit ont un petit peu moins bonne compréhension du français. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile en utilisant des mots qui existent déjà et des règles de grammaire qui existent déjà. Ça permet de garder le langage assez vulgarisé, assez simple à comprendre. Et comme je l'ai mentionné, c'est plus facilement transposable à l'oral. Donc, à ce moment-là, si vous voulez, par exemple, donner des cours ou parler à votre personnel, à vos collègues de façon inclusive aussi, dans ce cas-ci, j'utilise inclusive pas au sens de la technique, mais au sens de l'adjectif, de vouloir rendre son équipe inclusive, son milieu de travail inclusif. À ce moment-là, c'est plus facile de le faire aussi avec les méthodologies épicènes parce que, justement, il y a moins de modifications de mots. C'est plus des mots qui sont déjà dans la langue courante. Maintenant, quand on parle de rédaction inclusive, ça ici, souvent, on va parler que la rédaction épicène, on va dire que la rédaction épicène est incluse dans la rédaction inclusive. On peut dire aussi que la rédaction inclusive est incluse dans la rédaction épicène, mais la rédaction inclusive, souvent, elle est un peu plus libertaire, pas au sens négatif, mais elle explore beaucoup plus en dehors des règles de la langue française. Donc, comme je vous ai mis ici, il y a une plus grande place au néologisme. Qu'est-ce qu'on veut dire par néologisme? En fait, ce sont des mots qui sont très ancrés dans une culture locale et qui ne font pas forcément partie de la règle de la langue française courante. Ce n'est pas nécessairement connu de tout le monde. Et là, je vous ai mis des exemples ici. Celleux, directrice. Vous allez voir ces mots-là, des fois, dans des mots qui utilisent plus la rédaction inclusive. On va dire, par exemple, celleux qui se sont inscrits à l'activité pourront recevoir la formation. Et c'est là où ça peut amener une lourdeur, tant de compréhension que de rédaction. Parce que si on dit celleux qui se sont inscrits, à ce moment-là, inscrit demeure masculin. Donc, il n'est pas forcément plus inclusif comme mot. Et si on fait celleux qui se sont inscrits, .e.s, ça rajoute la lourdeur d'avoir des lettres de plus aussi. Donc, c'est à vous de voir si vous êtes plus à l'aise d'y aller avec ça ou pas. Et je vous dirais aussi que, bon, les échos que j'ai à ce sujet, c'est que les gens sentent que les textes sont un petit peu plus pour des clientèles, je vous dirais, là, très aguerries. Les gens sentent que, par exemple, si on utilise directrice, ils ont l'impression que ce n'est pas un vrai mot, que c'est fait pour pas nécessairement être compris par tout le monde comme texte. Donc, c'est à vous de voir avec les publics avec lesquels vous travaillez. La barrière à l'entrée, elle est plus grande parce que justement, il y a plus de mots inventés. On fait usage de la ponctuation pour ajouter des finalités aux mots. Ça peut être un peu plus difficile à comprendre pour les gens qui doivent essayer de l'implanter pour la première fois. Et ça peut être un petit peu plus difficile aussi pour les gens qui tentent de le comprendre pour la première fois. L'accord est plus difficile avec les règles. Comme je vous donnais l'exemple, si je mets celleux qui se sont inscrits, est-ce que je mets inscrit par défaut comme la règle de français au masculin ou est-ce que là, je vais ajouter des éléments? Moi, j'ai déjà vu des textes, par exemple, qui utilisaient celleux, mais qui laissaient le masculin après. Celleux qui sont sportifs vont aller à l'activité de marathon. À ce moment-là, on est encore sportif. Donc, est-ce que c'est vraiment plus inclusif? On peut se poser la question. Et c'est moins compatible avec les appareils de lecture à l'écran. Et c'est inclusif, effectivement, pour les femmes et les personnes donc hors binarité, parce que si on parle, bon, celleux, c'est autant celles que ceux, ou si encore on dit assistant.e de recherche, bon, c'est autant assistant que assistante que ni un ni l'autre ou les deux. Par contre, c'est moins inclusif pour d'autres groupes, comme par exemple des personnes avec un faible taux de littératie, des personnes malvoyantes qui utilisent un logiciel de lecture.
entre autres choses, donc dans les exemples que je vous ai donnés. C'est pourquoi moi, j'utilise vraiment la rédaction épicène. Et je viens un peu devant mon propre punch. Donc, en faisant la comparaison entre les deux, je vous ai expliqué pourquoi. C'est quoi l'avantage d'utiliser la rédaction épicène pour montrer une plus grande inclusivité de son institution? Mais tantôt, quand on a fait le petit exercice ensemble, moi, je vous ai parlé de recrutement. Donc, bien sûr, ça permet d'aller recruter pas nécessairement un plus grand bassin de personnes, mais parmi un plus grand bassin de personnes. Parce qu'au lieu, donc les études le démontrent, là, que, par exemple, si un titre d'emploi est décrit uniquement au masculin, ça peut empêcher certaines femmes, pas physiquement là, de postuler, mais ça peut faire en sorte là, de ne pas les inciter, elles vont peut-être se garder une gêne à postuler si on voit que par défaut, un poste est écrit au masculin. Et même si on pousse la réflexion un petit peu plus loin, certains verbes aussi, des fois qu'on va utiliser, certaines façons de qualifier les tâches vont être plus associées à des caractéristiques qui sont stéréotypiquement associées plus au masculin ou au féminin. Donc, ça peut aussi des fois créer un incitatif là, pour certaines personnes de ne pas postuler. Donc, par exemple, dans le domaine de l'emploi, ça permet de vraiment aller chercher de la compétence là où elle est, parmi un plus grand bassin de candidatures, ce qui fait que ça fait une attraction de la main-d'œuvre. Ça démontre aussi une image plus moderne de son entreprise, ou si c'est un article, par exemple, que vous rédigez pour vos recherches, par exemple. Donc, ça fait une image plus moderne du contenu que vous véhiculez, de votre institution. Selon si vous l'utilisez juste pour les communications internes ou pour les communications externes ou les deux. À ce moment-là, ça démontre une meilleure image pour les gens qui y travaillent et une meilleure image aussi pour les gens de l'extérieur, qui sont soit membres ou des fournisseurs, par exemple. Fournisseur est un exemple justement de mots là, en français pour lequel il est difficile de trouver un mot non genré. Donc, en ce moment-là, on pourrait dire des entreprises externes qui fournissent des services. Là, vous voyez, il faut travailler avec la langue française, bien sûr, pour l'adapter à l'inclusivité. Ça fait la promotion de l'égalité. Donc, moi, c'est pour ça que je travaille en valorisation de la rédaction épicène. Pour moi, c'est vraiment une façon concrète d'aller faire la promotion de l'égalité entre les personnes. Parce que, comme je vous le disais au début, le langage, c'est une façon de véhiculer des concepts. C'est une façon de montrer des images, montrer des réalités. En ayant un langage plus inclusif, on peut faire en sorte d'avoir une plus grande inclusivité pour les gens avec qui on travaille, pour la société qu'on représente. Et finalement, ça contribue à enrayer les disparités entre les personnes, donc du point de vue un peu plus, je vous dirais, moral. Donc, ça fait la promotion de l'égalité, mais d'un point de vue un peu plus concret, ça contribue à enrayer les disparités. Notamment, par exemple, si c'est pour du recrutement interne, par exemple, et qu'on rédige une offre d'emploi qui est épicène, bien, à ce moment-là, ça permet de faciliter des promotions internes beaucoup plus égalitaires entre les hommes et les femmes, ou des personnes non-binaires, ou des personnes indécises, par exemple. Donc, tout le monde n'a pas nécessairement un genre défini. Alors, il nous reste quelques minutes à passer ensemble. Donc, avant de repasser la parole à Chloé et ou Marc, je vais voir quelques techniques avec vous. J'ai choisi 3 techniques aujourd'hui. Donc, dans la formation complète, là, il y en a plus d'une dizaine. Il y a vraiment beaucoup de techniques qu'on peut utiliser pour rédiger de façon épicène. Et c'est sûr que l'idéal, là, je vous le dis, là, souvent, on a le réflexe de prendre un texte, par exemple, de dire, un peu comme quand on fait une traduction. On dit, OK, j'ai un texte que je vais traduire en anglais, donc je vais l'écrire en français, puis ensuite, je vais le traduire en anglais. Mais même quand on fait une traduction, c'est important de se mettre dans l'état d'esprit d'une personne anglophone qui doit bien comprendre et de rédiger directement en anglais, même si ça va dire la même chose que la version française, mais pour se mettre dans l'état d'esprit, pour que ce soit facilement compréhensible pour tout le monde. C'est la même chose pour la rédaction épicène. Donc, je vais vous parler de certaines techniques et je vous invite à aller fouiller plus en avant de ça. Ça peut être avec moi si vous voulez, ça peut être avec d'autres outils que vous travaillez. Moi, je demeure disponible là, pour des suivis. Bon, Chloé peut entrer en contact avec moi si elle le souhaite. Là, je peux vous accompagner ou quoi que ce soit si vous le souhaitez. Mais ce qu'on cherche vraiment à développer comme réflexe, c'est de rédiger dès le départ de façon épicène. Donc, ça nécessite quand même de changer ses réflexes de rédaction
Au même titre, moi, je travaille beaucoup en vulgarisation aussi. Souvent, les gens vont écrire un texte d'un niveau très, très, très élevé, du langage très soutenu, et ensuite, ils vont chercher à réécrire les phrases avec des mots plus simples. C'est difficile de faire ça parce que ça vient un petit peu dénaturer le texte. Donc, même chose pour ça. La rédaction épicène, on essaie d'écrire épicène dès le début pour que ce soit directement inclusif, plutôt que d'écrire son texte de façon très genrée et qu'après, essayer de saupoudrer l'épicène à travers. C'est plus difficile de le faire comme ça. C'est pas que la technique est mauvaise, c'est que c'est plus difficile pour vous. Et souvent, c'est là que les gens vont trouver ça lourd. Ah, il faut que je réécrive mon texte 2 fois, alors qu'on peut l'écrire une première fois uniquement, mais ne pas avoir à repasser dessus plein de fois. Et ça fait en sorte aussi que les gens qui vont lire votre texte vont voir que ça a été écrit, ça a été pensé comme ça dès le début. Donc, ça va être plus harmonieux, ça va être plus facile à comprendre comme texte, plutôt que de voir quelque chose qui a peut-être été un petit peu saupoudré ou décortiqué après. Et des fois, ça peut se voir, là, dans les liaisons peuvent être moins facile. Des fois, bon, l'adjectif, il réfère à quoi finalement? On peut se perdre un petit peu. Donc, je vous conseille fortement de rédiger épicène dès le départ. Et vous allez voir, les techniques ne sont pas si étrangères que ça. Ce sont vraiment des techniques qui existent déjà dans la langue française. C'est juste qu'il faut les appliquer. Il faut faire un petit effort de plus pour contrecarrer le réflexe qui nous a été inculqué là, de toujours utiliser le masculin par défaut. Et surtout, ce qu'on cherche à éviter, c'est de grâce. C'est de plus en plus rare, mais si jamais vous voyez ça encore dans certains milieux, parfois on voit des rapports, on voit des textes qui comportent une mention, soit en bas ou derrière la page couverture, et la mention va dire quelque chose qui ressemble à le texte est écrit au masculin, ceci n'a pas pour but d'exclure des personnes, mais uniquement pour but d'alléger le texte. Je vous dirais que plusieurs personnes considèrent que c'est pas parce qu'on me dit qu'on m'exclut, mais que c'est pas volontaire, que je me sens pas exclue comme personne. C'est pas vraiment une bonne façon de contourner. Il y en a qui disent, mais c'est plus simple, j'ai juste à dire que c'est pas pour exclure, puis c'est simple. Je vous invite vraiment à repenser votre texte dès le départ. Avec le temps, à force de pratiquer, ça va devenir simple, ça va devenir facilement intégré et vous n'aurez plus besoin de mettre des notions comme ça, des mentions comme ça. Première technique. En recours à des mots épicènes. Donc, c'est le plus facile, ça le dit, on parle de rédaction épicène. Épicène, je l'ai mentionné un peu plus tôt, mais je réitère si jamais ce n'était pas clair. Un mot épicène, c'est un mot qui s'écrit de la même façon, peu importe son genre. Peu importe que le mot soit au masculin ou le mot au féminin. En français, on n'a pas d'autre genre. Il y a des langues qui ont des mots neutres aussi. On n'a pas ça en français. Donc, en français, on a masculin, féminin. Donc, c'est peu importe le genre, le mot s'écrit de la même façon. Et ici, je vous ai mis un exemple. Et je vais vous inviter après à ajouter d'autres exemples aussi dans le clavardage. Mais donc, l'exemple que moi, je vous ai mis, c'est l'élève doit être bon pour répondre aux exigences. Ça pourrait être le premier réflexe qu'on pourrait avoir, de dire, oh, je vais écrire ça comme ça, puis ça va être clair pour tout le monde. Moi, je vous invite plutôt à changer la phrase par l'élève doit être apte à répondre aux exigences. Là, vous voyez, non seulement j'ai changé le mot, mais j'ai dû adapter le verbe aussi, parce que l'élève doit être apte pour répondre aux exigences. Ça n'a pas la même signification qu'être apte à. Donc, il faut porter attention. C'est pour ça que je vous disais que quand on retravaille le texte par après, des fois, il y a des petits accords ou des liaisons là, qui se font moins bien. Donc, c'est mieux de le faire dès le départ. Donc, ici, je vous ai donné un exemple. Donc, ce que j'ai changé, au lieu de mettre bon pour répondre, j'ai mis apte. Apte est un mot, que ce soit une femme qui soit apte, une personne non-binaire qui soit apte, un homme qui soit apte, c'est toujours apte, A-P-T-E. Et on rajouterait un S là, pour le pluriel. Est-ce que vous êtes capable de m'écrire dans le clavardage d'autres exemples de mots que vous connaissez qui sont épicènes, qu'on pourrait utiliser dans un texte ou tantôt on parlait de description d'emploi, mais là, c'est pas obligé d'être une description d'emploi, mais est-ce que vous connaissez des mots qui s'écrivent de la même façon, que ce soit une personne féminine, une personne masculine, une personne non-binaire? Ici, j'ai apte, mais est-ce qu'il y a d'autres, soit adjectifs, d'autres noms que vous connaissez qui s'écrivent de la même façon, tant au masculin ou au féminin? OK, je vais aller voir. J'ai déjà quelques réponses. Laissez-moi voir. Donc, Chloé nous dit, on pourrait écrire, donc j'imagine que ça reprend un peu mon exemple, donc que
On peut écrire qu'une personne doit être capable de. Donc, capable est un adjectif qui est épicène, effectivement, qu'on soit capable, par exemple, que moi, je sois capable en tant que femme ou qu'une autre personne soit capable en tant qu'homme, c'est toujours la même façon d'écrire capable. Ensuite, Marc-Antoine nous dit le mot bénévole. Tout à fait. Et si jamais vous vouliez, donc le mot bénévole est épicène, mais si jamais, par exemple, vous vouliez faire du recrutement pour des bénévoles et que vous ne voulez pas écrire un ou une bénévole parce que vous voulez éviter justement la binarité, on pourrait aller à ce moment-là avec d'autres formules, comme par exemple recherche personne pour faire du bénévolat, heure bénévole disponible pour quiconque a du temps à consacrer à... Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Là. Comme je vous ai dit, il y a une dizaine et plus de techniques là, pour contourner le mode genré du français. Simon nous dit responsable, effectivement. Autant l'adjectif que le nom. On va l'utiliser beaucoup, par exemple, quand on fait du recrutement, par exemple, pour des chargés de projet. Au lieu d'écrire chargé et, chargé E, chargé et E, on va écrire personne, soit personne ou même sans le mot personne, juste recherchons responsable de projet, parce qu'il s'utilise autant comme un nom, comme un mot, que comme un adjectif. Donc, c'est quand même un mot très utile à avoir dans sa banque de mots épicènes. François nous dit membre, effectivement, que ce soit un ou une membre. Ça va s'écrire de la même façon. Collègue, effectivement. Donc, ensuite, on nous parle de juriste, triste, sage, effectivement. Donc, le mot juriste, que vous parliez à un ou une juriste, ça va toujours s'écrire juriste aussi. Une personne triste, effectivement, peu importe son genre, ça va s'écrire de la même façon. Personne sage aussi. Donc, vous avez très bien compris. Donc, ça, c'est des mots que vous pouvez intégrer dans votre banque de vocabulaire pour pouvoir facilement vous aider avec la rédaction épicène. Brièvement, donc, je termine avec les deux techniques qui restent. On parle de la technique ici d'introduction de noms collectifs. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par des noms collectifs? C'est des mots, en fait, qui sont masculins, pas masculins, pardon, je veux dire singuliers, pas du tout masculins. Ils peuvent être masculins, mais des fois, ils sont féminins, ça dépend. Je voulais vraiment dire singulier. C'est des mots qui sont singuliers, mais le mot représente une pluralité de personnes. Donc, un tout neutre, en fait, qui ne serait pas genré. Et là, je vous donne un exemple ici. On dit, par exemple, les joueurs perdants recevront un prix de consolation. Je pourrais changer les joueurs pour l'équipe perdante recevra un prix de consolation. Donc, et si jamais les joueurs en tant que tels en question ne jouaient pas en équipe, jouaient de façon individuelle, ça pourrait être toute personne perdante recevra un prix de consolation. Donc, vous aurez compris, vous adapter à la situation. Donc, ici, j'ai joueur qui est masculin pluriel. Donc, on présume que toute personne qui joue est masculine par défaut. Pour contourner ça, on remplace par équipe. Donc, équipe est un nom collectif parce que c'est un mot singulier, mais il représente plusieurs personnes parce qu'habituellement, une équipe, c'est composé de plus d'une personne. Et j'ai dû adapter le mot perdant, que j'ai dû changer pour perdante. J'ai enlevé le pluriel, j'ai ajouté le féminin. Même chose pour le verbe recevoir. J'ai enlevé le pluriel et je l'ai mis au singulier, donc recevra au lieu de recevront. Est-ce que vous connaissez, même chose, donc même exercice, est-ce que vous connaissez d'autres mots collectifs? On a parlé d'une équipe. Est-ce qu'il y a d'autres mots comme ça qui seraient des mots singuliers, mais qui représentent plusieurs personnes? Donc, je vais regarder dans le clavardage, là, j'ai plusieurs éléments. Chloé nous dit le corps professoral. Effectivement, au lieu de les professeurs et les professeurs, on parle du corps professoral. On peut parler aussi des fois même du corps estudiantin ou du corps étudiant. Ça dépend du mot que vous voulez utiliser. Ensuite, je reviens à la question de l'autre Chloé dans quelques instants. Ensuite, j'ai Stéphanie qui nous dit les membres du personnel, le personnel de bureau. Donc, effectivement, les membres, donc comme c'est un mot pluriel, ce n'est pas un nom collectif, mais des fois, on va dire le membership, là, qui est un anglicisme, mais le membership serait un nom collectif. Le personnel de bureau, effectivement, le personnel, ça désigne l'ensemble des gens qui travaillent dans un endroit. La communauté étudiante, Marc-Antoine nous dit tout à fait.
au lieu de les étudiants et les étudiantes, etc. Prosper nous dit la communauté, tout à fait, la communauté, la collectivité, tout à fait, ce seraient des bons exemples. Marc nous dit auditoire, oui, à ne pas confondre avec audience. Je vois ça souvent dans des textes, là, je m'adresse à l'audience. Ce n'est pas une audience, c'est un auditoire. Une audience, c'est dans le domaine des procès, ce n'est pas la même chose. Donc oui, un auditoire ou les gens dans la salle. Les gens dans la salle, ce n'est pas un nom collectif, mais ça pourrait être une autre façon de l'indiquer aussi. La classe, effectivement, si on ne veut pas dire les élèves, élèves est aussi un mot épicène, mais si on ne veut pas dire, par exemple, les étudiants et les étudiantes, on peut dire la classe. Simon nous dit la population. Effectivement, ce sont tous de très bons exemples. Donc, encore une fois, vous avez déjà les réflexes là, qui sont assez aiguisés. Et je termine avec ma dernière technique. Donc, j'ai choisi là, de vous montrer celles qui sont plus facilement intégrées pour aujourd'hui. Je reviens intégrable, pardon. Je reviens à la question de Chloé numéro 2 qui dit « Avez-vous un site à nous conseiller qui liste tous les mots épicènes français afin de faciliter la transition vers la rédaction épicène? » Bon, Chloé, il n'existe pas un site qui répertorie l'ensemble de tous les mots qui existent en français. Par contre, si vous connaissez, c'est ça. Donc, Mathéo nous dit la banque de dépannage linguistique, effectivement, c'est un outil de l'Office québécois de la langue française. Je vous invite à consulter soit l'outil que Mathéo vient de mentionner ou carrément le site même de l'Office québécois de la langue française. Ils ont, les gens qui travaillent à l'Office, l'équipe de linguistes, l'équipe a fait plusieurs documents et textes qui vont répertorier soit, par exemple, des noms de métiers, comment on les dit au féminin, soit des conseils d'adjectifs à utiliser, ce genre de choses-là. Donc, il faut y aller par section. Ce n'est pas un seul texte qui comprend l'ensemble des mots pertinents à savoir, mais ça peut vraiment constituer un bon dépannage. C'est pour ça que ça porte le nom de dépannage linguistique. Et finalement, la dernière technique avant de passer à la conclusion, on peut faire un remplacement d'un mot par un titre d'unité administrative. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'au lieu de parler de la personne et là d'essayer de dire, le cas professoral, est-ce qu'on va le comprendre? Est-ce que je dis les professeurs et les professeurs et ES, etc.? On peut remplacer par l'unité administrative. Je vous donne l'exemple ici. Supposons que vous avez un problème avec votre ordinateur et vous vous dites, appelons l'informaticien pour qu'il répare l'ordinateur. On pourrait changer par, appelons le service informatique pour qu'il répare l'ordinateur. Ou encore, appelons l'informatique ou appelons la direction de l'informatique. Là, selon, si vous mettez la direction, il faudra mettre pour qu'elle répare l'ordinateur. Il faudra accorder le reste, bien sûr. Donc, c'est toujours d'assurer un tout cohérent. Mais encore une fois, on peut remplacer par le titre d'unité administrative. L'exemple courant qu'on voit aussi souvent, vous pouvez peut-être des fois voir ça dans des commerces, nous vous prions de garder le silence, merci, signez la direction. Donc ça, c'est la même chose, au lieu de dire on va signer le directeur ou la directrice, on signe la direction. C'est le même principe, donc on remplace par le titre d'unité administrative de la personne. Elle travaille donc à la direction générale, donc elle signe la direction. Est-ce que vous connaissez d'autres mots comme ça, qu'on peut remplacer par le titre d'emploi ou l'unité administrative de la personne? Ici, je vous parlais du service informatique, je vous ai parlé de la direction. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme exemple? Merci, Simon. Donc, Simon a gentiment placé un lien vers une ressource là, sur la banque de dépannage linguistique de l'Office québécois de la langue française. Donc, c'est très apprécié là, pour les gens qui veulent s'y référer. Vous allez voir, c'est une bonne ressource. Ensuite, donc, qu'est-ce que vous m'avez mis comme exemple? Donc, Stéphanie nous dit le département. Effectivement, on pourrait dire par exemple le département de la recherche, le département de l'informatique, le gouvernement. Oui, tout à fait. Au lieu de dire par exemple le député, la députée, tout ça, on pourrait dire le gouvernement. François nous dit le vice-rectorat. Effectivement, ou le rectorat. Donc, au lieu, par exemple, de dire le recteur, la rectrice, etc., on peut dire le vice-rectorat, le rectorat. Max nous dit la clientèle. Effectivement, au lieu de dire mes clients, on peut dire la clientèle. De plus en plus aussi, on va voir la patientèle pour remplacer patient. Ce n'est pas le mot le plus répandu au monde, mais on le voit de plus en plus. Donc, si vous l'entendez, faites pas le saut.
Marc-Antoine nous dit le secrétariat aussi, effectivement, même on peut parler de secrétariat général, secrétariat juridique, par exemple. Donc, effectivement, l'unité administrative. Donc, merci beaucoup pour vos exemples et votre participation. Je termine brièvement. Donc, j'ai terminé pour le contenu d'aujourd'hui. Donc, j'ai réussi à ne pas dépasser l'air. Je suis contente. Donc, je termine là brièvement en vous donnant quelques ressources. Si jamais il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les écrire soit dans Q&A ou dans Clavardage. Je demeure encore disponible tant que Marc ne me chasse pas. Je demeure disponible pour y répondre. Mais je voulais juste clôturer. Donc, si jamais vous avez besoin de plus d'informations, de conseils, de faire du travail avec moi sur la rédaction Épicène, je vous ai remis mes coordonnées à l'écran. Donc, Julie Dumontier, c'est mon nom. Altermonde, c'est le nom de mon entreprise. Donc, le site web, c'est altermonde.ca. Mon courriel, c'est info@altermonde.ca. Et je vous ai mis un lien vers ma boutique en ligne. Donc, je vends un cahier qui permet de pratiquer la rédaction épicène pour apprivoiser les différentes techniques. Donc, il y a des textes, une dizaine de textes qui vous sont fournis, que j'ai créés moi-même et qui vous permettent là, de décortiquer qu'est-ce qui est masculin par défaut et de réécrire le texte carrément pour le rendre plus inclusif. Et il y a un corrigé qui est fourni pour vous proposer quelques techniques. Donc, ça peut aider là, à apprivoiser la rédaction épicène. Donc, le lien, il est là. Si vous vous demandez à quoi ça ressemble, je peux vous le montrer. Là, c'est donc un cahier comme ça, un PDF que vous pouvez acheter sur ma boutique en ligne. Et vous avez un aperçu ici du cahier là, qui se remplit à l'écran ou vous pouvez l'imprimer si c'est ce que vous préférez. Aucune vente, je ne vous force pas du tout. C'est seulement si jamais vous pensez que c'est une ressource pertinente pour vous et que vous souhaitez continuer à pratiquer, n'hésitez pas à aller consulter le lien qui est là. Si jamais vous souhaitez recevoir la version PDF de la présentation, les liens sont cliquables aussi. Ce sera facile pour vous de vous y référer. Sinon, vous pouvez faire une capture d'écran ou copier à la main à côté les informations. Et voilà, donc si jamais, comme je vous disais là, par la suite, quand vous pratiquez, soit avec mon cahier ou avec d'autres choses, vous avez d'autres questions, d'autres éléments, vous souhaitez avoir un autre atelier plus en profondeur, bon, peu importe l'accompagnement ou la formation dont vous avez besoin, n'hésitez pas à faire affaire avec moi. Ça va me faire plaisir de poursuivre la démarche. Si vous préférez passer par Chloé au lieu de moi directement, il n'y a pas de problème aussi. Chloé et moi, on collabore très bien, il n'y a pas de problème. Donc, je ne vois pas de questions dans le clavardage. Je ne vois pas de questions dans Q&A non plus. Donc, je vais clôturer à ce moment-là. Ah, pardon. J'ai une question qui vient d'apparaître. Eva nous demande, une question récurrente pour les offres de thèse, stage. Par quoi peut-on remplacer le mot étudiant, étudiante pour être plus inclusif? Donc, ici, vous avez vraiment l'embarras du choix. Ça pourrait être offre d'emploi offerte au corps étudiant pour faire de la recherche lors d'un stage, etc. Donc, on pourrait remplacer par corps étudiant. On pourrait remplacer par toute personne inscrite à des cours à l'université peut postuler pour faire un stage. Donc, on pourrait remplacer par le fait que ce soit une personne inscrite à des cours, par exemple. On pourrait remplacer, si jamais c'est, par exemple, une bourse qui s'adresse spécifiquement, supposons, aux femmes pour les intégrer dans les STEM, par exemple. On pourrait dire effectivement, s'adresse aux étudiantes. Donc, quand le genre est pertinent, on peut l'utiliser aussi. Sinon, aussi, on pourrait utiliser, par exemple, toute personne faisant partie du programme ou toute personne inscrite au programme de maîtrise en XYZ peut envoyer sa candidature pour le stage qui commence à l'automne, etc. Donc, j'espère, Eva, que ça répond à votre question. S'il y a d'autres gens qui veulent ajouter d'autres exemples aussi, ou si c'est une situation à laquelle vous avez déjà dû faire face et que vous avez trouvé des façons de répondre à cet enjeu-là, n'hésitez pas à l'écrire aussi. Pour ma part, comme je n'ai pas d'autres questions, oups, j'ai écrit sur mon piton, je n'ai pas de questions ni dans le clavardage, ni dans le Q&A. Ça va clôturer pour moi. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et votre participation aujourd'hui. Chloé, je te recède la parole, ou Marc, je vous recède la parole là, pour les annonces finales. Merci beaucoup.